On a plein de raisons de se dire que c'est mal parti. Il y a une crise de notre métier, une crise professionnelle, une crise morale, une crise économique. Il y a beaucoup de précarité, de difficultés dans notre profession. Et puis, parfois, il y a même un sentiment de doute, tellement notre époque est compliquée, tellement les défis de notre époque sont compliqués à raconter, à décrypter, à donner à voir. Et donc, je voudrais vous faire partager ma conviction que, loin de ces doutes, loin de ces craintes, loin de ces peurs, notre époque a plus que jamais besoin de journalistes passionnés par leur métier, de journalistes habités par un idéal professionnel, de journalistes qui soient les fantassins d'une bataille populaire au service du peuple, au service d'un droit fondamental qui est le droit de savoir. La démocratie, et ici vous êtes bien placés pour le connaître, pour le savoir, puisque tout le continent africain a posé cette question et continue à la poser de comment, par moment, les indépendances ont été confisquées. Et nous-mêmes, dans les pays qui se croient puissants, nous vivons des cours autoritaires de pouvoir qui sont pourtant issus des élections. M. Trump a été élu aux États-Unis, M. Bolsonaro a été élu au Brésil, M. Erdogan a été élu en Turquie, M. Poutine a été élu, mais aussi M. Salvini en Italie, M. Orban en Hongrie et bien d'autres. Or, tous ont en commun de penser que la démocratie, c'est simplement les élections. Il suffit que je sois élu et après, on congédie le peuple. On lui dit de rentrer chez lui et d'attendre la prochaine élection. On demande au fond au peuple de choisir ses maîtres tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 6 ans. Et pendant ces 4 ans, ces 5 ans, ces 6 ans, on congédie la démocratie. En fait, nous vivons une époque où il y a une vision pauvre de la démocratie. Comme si la démocratie, c'était simplement choisir des représentants. Eh bien non. La démocratie, c'est un système autrement complexe, autrement vivant, autrement subtil. Le droit de vote, les représentants, les assemblées, les gouvernements, c'est une traduction institutionnelle de la démocratie. Mais la démocratie, au départ, ce n'est pas cela. C'est comme une table. Le plateau, c'est les institutions. On vote, on choisit des représentants, il y a un pouvoir législatif, un pouvoir présidentiel. Mais si on veut que la table soit debout, il faut qu'elle ait 4 pieds. Et les 4 pieds sont plus importants que le plateau. Et c'est quoi les 4 pieds ? Qui ont été les droits qui ont été proclamés dans toutes les batailles populaires, sous tous les continents, sous toutes les latitudes, avant qu'il y ait même le droit de vote, le droit de se réunir, de s'assembler, le droit de s'exprimer, et y compris de dire des opinions qui dérangent, qui bousculent, le droit de manifester, de faire vivre dans l'espace public des questions nouvelles, en disant on veut que ce soit à l'agenda, on veut que ce soit débattu, on va dans la rue pour le dire. Et puis, quatrièmement, le droit de savoir. Le droit de savoir tout ce qui est d'intérêt public.
Comment puis-je voter si je ne sais pas? Comment puis-je me prononcer si je ne sais pas? Comment puis-je juger si je ne sais pas? Et donc, nous, journalistes, nous ne sommes pas simplement des femmes, des hommes qui choisissent une profession. Nous sommes requis par une exigence qui nous dépasse. Nous sommes au service d'un droit fondamental des citoyennes et des citoyens. Le droit de savoir tout ce qui est d'intérêt public. Notre responsabilité est là. C'est bien pour ça que nos chartes déontologiques disent que nous sommes d'abord responsables vis-à-vis du public et pas vis-à-vis de l'employeur et pas vis-à-vis de l'État. C'est au public que nous devons des comptes. Nous sommes responsables de faire connaître au public tout ce qui est d'intérêt public. Tout ce qui est fait en son nom. C'est très important cette question. Et ce n'est pas une question ancienne. Vous voyez bien que c'est une question actuelle. Au début de la Révolution française, à l'été 1789, il y a eu une formule qui a été proclamée par le premier président du tiers-État, face à la noblesse et au clergé, face à l'Ancien Régime. Il a été le premier maire de Paris. C'est une formule curieusement oubliée, alors qu'elle est d'une modernité formidable. La publicité est la sauvegarde du peuple. Ce n'est pas la publicité d'aujourd'hui, hein. Ce n'est pas la publicité marchande, commerciale. C'est tout ce qui est fait au nom du peuple doit être public. Les assemblées doivent être publiques. Les délibérations doivent être publiques. Les discussions doivent être publiques. Le budget et l'utilisation de l'argent des impôts doivent être publics. Et tous les colporteurs de journaux, à l'automne 1789, quand il y a eu un bouillonnement, comme dans tout mouvement démocratique, un bouillonnement de la presse, avec, comme aujourd'hui, on pourrait dire des blogs, des journaux indépendants, citoyens, eh bien, les colporteurs avaient une médaille où il y avait marqué « La publicité et la sauvegarde du peuple ». Et au milieu de cette médaille, il y avait un œil, avec des rayons comme des rayons de lumière. L'œil, c'était l'œil du peuple. La justice doit être publique. Le débat doit être public. Je veux vous en donner deux exemples tout récents. Vous avez suivi la crise en Grande-Bretagne du Brexit, la sortie de l'Union européenne. Les opposants au Premier ministre Boris Johnson ont réclamé que soient publics tous les documents sur le Brexit, les conséquences du Brexit, les rapports faits sur le Brexit. Et ils ont mené une bataille pour exiger la publicité de ces documents. Vous suivez ce qui se passe aux États-Unis autour de Trump, l'impeachment. Jeudi dernier, les démocrates majoritaires au Congrès, pas au Sénat, à la Chambre des représentants plutôt, ont voté une accentuation de la procédure d'impeachment qui signifie quoi? Les auditions publiques. Plus de secrets et de huis clos. Que tout le monde puisse voir ce qui se passe. Vous voyez bien, je continue, que quand je dis que tout ça est au cœur de notre présent, dans quelques années, quelques décennies, peut-être quand nous ne serons plus de ce monde, on parlera de certaines personnes comme des héros malheureux, vaincus de ce que nous sommes chargés de défendre. Je pense, dans la diversité de leurs itinéraires et de leurs histoires, à Julian Assange,
à Edward Snowden et à Chelsea Manning. Ce sont des personnes jeunes. Quand jeune hacker Julian Assange théorise cette idée de on a des pouvoirs très puissants, on a l'argent qui domine le monde, on a des puissances militaires très lourdes. Alors comment on va défendre les peuples? Pacifiquement. Il a cette idée, grâce au numérique, on va les bombarder d'informations. Comme le fou du roi qui disait « le roi est nu », on va montrer la vérité de ce qu'ils font. Et vous vous en souvenez, la première révélation de Wikileaks, c'est Collateral Murder. Cette vidéo en Irak, où on voit l'assassinat de civils irakiens depuis un hélicoptère américain, elle est toujours sur Internet, on entend les blagues des militaires américains, et les civils, il y avait deux journalistes irakiens travaillant pour l'agence Reuters, et qui sont tirés comme aux pigeons, comme au tir aux pigeons, comme s'ils étaient des terroristes. Edward Snowden, il n'a même pas 27 ans quand il dit « il faut que je montre l'envers de l'optimisme d'Internet ». On se dit qu'on communique tous avec ces machines, c'est formidable, et c'est vrai, mais derrière, grâce à Snowden, nous avons appris que ces machines servent à nous surveiller, que les États nous surveillent, qu'au prétexte de la sécurité, c'est une surveillance généralisée. Et donc, pourquoi je vous parle de ces trois personnes? Julian Assange, vous connaissez son sort malheureux, Chelsea Manning est retournée en prison et Edward Snowden est en otage à Moscou. Ces trois personnes, dans quelques décennies, on en parlera comme les héros malheureux, encore une fois, de ce combat fondamental contre le secret indu, contre le fait que les puissants, qu'ils soient politiquement puissants par le pouvoir étatique ou qu'ils soient puissants par le pouvoir économique, s'arrangent hors du regard du peuple. Vous en avez une autre illustration qui est tout le combat sur ce qu'on appelle le secret des affaires. Bien sûr qu'il y a des entreprises et elles ont le droit d'une confidentialité de leur vie interne. Mais si elles mettent de l'argent dans des paradis fiscaux pour échapper à l'impôt, si elles utilisent de l'argent pour corrompre et obtenir des marchés, si elles font en secret des plans sociaux pour des licenciements, est-ce que c'est le secret des affaires? Non, c'est d'intérêt public. L'argent des impôts, c'est d'intérêt public. La corruption, c'est d'intérêt public. Les droits sociaux, c'est d'intérêt public. Le retour dans ce monde où la finance, où l'argent est très important du secret des affaires, c'est une façon de nous empêcher, là aussi, de savoir. Et c'est une bataille. Dans tous nos pays, c'est une bataille. Et nous-mêmes, en France, nous n'avons aucune leçon à donner. Nous n'avons pas en France l'équivalent américain ou anglais du Freedom of Information Act, un texte de loi fondamentale qui dit qu'il doit y avoir un accès automatique à ce qui est d'intérêt public, aux documents publics, à l'agenda du président. Regardez aux États-Unis, bien sûr que Trump ment, que Trump n'arrête pas de mentir, manœuvre, mais les parlementaires ont un levier pour obtenir des documents, obtenir la conversation dans le scandale ukrainien, obtenir le rapport du lanceur d'alerte de la CIA qui a dit « le président est en train de faire des choses illégales avec un chef d'État étranger ». Plus que jamais, dans le monde actuel,
où nous avons au fond des élites sans frontières qui sont irresponsables. Elles savent que la catastrophe est là. La catastrophe écologique, la catastrophe des inégalités. Et donc ces élites sans frontières ne se sentent plus comptables du bien commun. Et du coup, elles ont tendance à brutaliser la démocratie, à la confisquer. Et donc, dans ce contexte, nous, journalistes, on retrouve l'idéal originel de notre métier. Le fait d'être fier de faire ce métier, d'avoir ce côté Robin des Bois pour le public, de lui apporter des secrets confisqués. Et ça vaut dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement les grandes enquêtes, les grandes affaires, les grandes investigations. Comment est fait un équipement public? Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Comment a été consulté les citoyens? Comment les questions qui surgissent de la société elle-même? Toutes ces questions-là sont au cœur de notre métier, par le reportage, par l'enquête, par ce journalisme de terrain qui ne regarde pas en haut, qui ne se dit pas ma légitimité, c'est ce que vont dire les puissants, ma légitimité, c'est ce que va dire mon public. Ceux qui me regardent à la télévision, ceux qui m'écoutent à la radio, ceux qui me lisent sur Internet ou dans un journal imprimé. C'est là que je retrouve ma légitimité. Et si vous connaissez Mediapart, c'est évidemment parce que Mediapart a incarné ça en France. Voilà le premier point que je voulais poser. Cette question du droit de savoir, cette question de la publicité comme sauvegarde du peuple. Le cœur de notre métier est là. Et c'est un droit, je le répète, plus important que le droit de vote. Si je ne sais pas, si je suis prisonnier des propagandes, des mensonges, des idéologies, je vais voter comme un aveugle. Et du coup, je vais voter pour mon pire ennemi, pour mon pire malheur. Voilà ce qui nous requiert. Ce qui m'amène à mon deuxième point. J'ai dit la responsabilité vis-à-vis du public. Mon deuxième mot, après le mot publicité, c'est le mot valeur. Valeur. Nous sommes au cœur d'une révolution technologique qui est aussi commerciale, industrielle, culturelle, qui est formidable et dont cet instrument mobile, ça a 10 ans, ça. Tout ça est récent. Hein. Premier smartphone, c'est 2007. Donc, ça a une dizaine d'années. Et donc, nous sommes au cœur d'une révolution industrielle comme notre profession en a déjà connu 2. C'est la troisième de ce qu'on appelle notre modernité. Et à chaque fois, ça se traduit par une révolution du journalisme et par un changement dans les sociétés, dans leur rapport au temps et à l'espace. Je m'explique. La première, c'est fin XVIIIe siècle, début XIXe siècle, en Europe à ce moment-là, qui est le cœur économique de la dynamique économique du monde à ce moment-là, de la domination, de l'exploitation aussi. Et le moteur technologique, c'est la machine à vapeur. La deuxième révolution industrielle, c'est fin 19e, début 20e siècle. Le moteur technologique, c'est l'électricité. Et ça va être augmenté avec les énergies fossiles et le pétrole. Pourquoi je vais si loin? C'est parce que si vous allez en arrière, vous voyez bien qu'à chaque fois, ça a changé le rapport au temps et à l'espace. L'espace se rétrécit et le temps va plus vite.
Et à chaque fois, ça a été une révolution du journalisme. Au XVIIIe siècle, quand a lieu la Révolution française, les armées de Napoléon n'allaient pas plus vite que les armées romaines ou que les armées du royaume du Bénin pour essayer de ne pas être trop européocentrés. Et puis arrive la machine à vapeur, ben, qu'est-ce qui se passe? Le chemin de fer, on va plus vite. Deuxième révolution industrielle, eh bien, on va pouvoir communiquer avec des dépêches. On va avoir le fil des télécommunications. Et puis après, on va avoir la voiture. Et puis après, on va avoir l'avion. Et puis là, aujourd'hui, on a le World Wide Web, WW, et nous sommes en temps réel, en temps immédiat. Nous pouvons savoir ce qui se passe à Pékin, à New York, partout. À chaque fois, ces révolutions industrielles ont été des moments de développement du journalisme et en même temps des moments de crise, de transformation. Quelle est la caractéristique de notre crise? Pour moi, c'est l'illusion de la gratuité. C'est le piège qui nous a été tendu. La gratuité publicitaire. Pensez que nous, notre métier, peut vivre simplement de la publicité. Le métier de journaliste pourrait vivre de la publicité. Cette erreur continue, elle est toujours là. Et c'est une erreur historique. On le savait quand la radio et la télévision sont apparues. La radio et la télévision, en effet, marchent sur l'accès gratuit. Et donc, elles sont financées par la publicité. Que s'est-il passé à ce moment-là? Tous les pays ont dit « il nous faut des services publics de radio et de télévision ». Car la logique commerciale de la gratuité publicitaire ne peut pas faire de la qualité. Il peut y avoir dans un média commercial un bon journal télévisé, de bonnes émissions d'information, mais ce ne sera pas le cœur du modèle économique de ce média. Un média gratuit publicitaire, quel est le cœur de son modèle économique? Ce n'est pas l'information, c'est le divertissement. Il faut du foot, du sport, il faut des concerts, des clips, de la musique, il faut des talk-shows où on fait du clash, où l'opinion remplace l'information. Pourquoi? Parce que c'est la course à l'audience. L'audience. Il faut le plus grand nombre possible. Il faut plein de gens. Et s'il faut plein de gens, eh bien, on va les rassembler par le plus petit dénominateur commun. L'information, ça prend la tête, ça divise parfois, ça bouscule parfois. C'est théorique ce que je vous dis, mais c'est très concret. Le modèle de la gratuité publicitaire dit audience, ça veut dire la masse, la foule, qui regarde dans la même direction. Et il peut y avoir des divertissements très sympathiques. Hein. Je suis pour aussi qu'on se fasse plaisir dans un bon concert ou un bon match. Mais ce n'est pas ça le modèle de notre travail. Nous, ce n'est pas le divertissement, c'est l'information. Et l'information, ce n'est pas la masse, ce n'est pas la foule, ce n'est pas l'audience. C'est une notion beaucoup plus importante, le public. Construire un public. Vous voyez, on est tous là, on a des visages, on se présente, on a des noms, on n'est pas anonyme, on n'est pas une foule anonyme. On a une conversation, un échange,
Une démocratie vivante, c'est la construction d'un public. Et donc, quand j'ai créé Mediapart, j'avais bien sûr l'idée de cet idéal du journalisme que j'ai toujours défendu et que j'ai défendu dans les journaux où j'ai travaillé avant. Mais la particularité nouvelle, le pari nouveau de Mediapart, à une époque où personne n'y croyait dans le monde entier, tout le monde disait l'information est gratuite sur Internet. Et moi, j'étais convaincu que ça, c'était la mort du journalisme de qualité. C'était la voie ouverte aux bêtes sauvages. Ne vous trompez pas. Au-delà des idéologies, un Éric Zemmour est le produit de cette gratuité publicitaire. La haine, la xénophobie, l'islamophobie vont avec ce monde-là. Nous ne pouvons pas laisser dégrader le monde de l'information. Car le divertissement dont je parle là, c'est celui de la haine. C'est très bien de faire, et ça ne coûte pas cher, des talk-shows où il n'y a pas d'information. Je suis désolé, mais Canal+ est présent partout en Afrique, avec M. Bolloré derrière. Ce serait peut-être bien de lancer un mouvement de boycott. Parce que c'est M. Bolloré qui vient d'embaucher Zemmour sur CNews. Pourquoi ? Par conviction idéologique de M. Bolloré, je le pense, mais aussi pour ça. Pour diffuser cette folie. Il n'y a aucun rapport au réel dans ce que dit M. Zemmour, dans la violence de ce qu'il dit. Je suis un peu enflammé parce que je suis en combat contre ça et que ça me fait mal. Et donc, mais il n'est pas venu de nulle part. Dans un système où on dit « mais quelle est ta valeur ?» Ta valeur, c'est quelle information tu apportes, quelle enquête tu as fait, quel reportage tu as fait. Et si le critère c'est celui-là, mais M. Zemmour, il se retrouve au chômage. Et donc, cette bataille sur la valeur de l'information est une bataille essentielle. S'il y a une utilité dans l'histoire de l'information de Mediapart, au-delà des informations que nous avons apportées, c'est de montrer que c'était possible. Qu'on est parti à 25 journalistes en disant on va faire un journalisme de qualité, on va utiliser toutes les armes du numérique qui nous permettent de faire mieux notre métier, pas de formatage, des articles longs s'il le faut, des preuves documentaires en lien dans l'article, des vidéos, des sons, des PDF, un journal participatif, car Internet permet que le public réagisse. Mais on va le faire en disant, on va se tourner vers le public en lui disant, ce travail que nous faisons a une valeur. Valeur de la démocratie, valeur de l'information, valeur du public, et on va vous dire, payez pour ça. Et dans un meilleur rapport qualité-prix, c'est moins cher que d'acheter la presse papier. C'est le numérique, c'est une mémoire, le numérique, ce n'est pas l'oubli. C'est le lien hypertexte des dossiers, des documents. On peut retrouver l'archéologie d'une information. On peut se souvenir. Ce n'est pas le buzz superficiel. Et comme vous le savez, la réussite de Mediapart comme entreprise, c'est que ça a marché. Pas de subvention étatique, pas de mécènes privés, on a pris notre risque. Et aujourd'hui, un journal en ligne qui a 170 000 abonnés individuels payants, qui est profitable depuis fin 2010, c'est-à-dire depuis 9 ans, et qui a même un taux de rentabilité qui est unique dans le secteur, qui est un taux de rentabilité de 18% du chiffre d'affaires.
lequel taux de rentabilité ne sert pas à enrichir des actionnaires, mais est réinvesti, puisque désormais, Mediapart n'a même plus d'actionnaires. Mediapart est la propriété d'un fonds à but non lucratif qui sanctuarise son capital pour préserver son indépendance. Donc voilà mon deuxième point très important. Je sais que c'est compliqué par rapport au coût de la vie ici, par rapport à la bataille sur le fait qu'une information doit être populaire et qu'on peut se dire que payer pour l'information, c'est un filtre social, c'est une contrainte par rapport à des personnes qui n'auraient pas les moyens. Je pense néanmoins, et y compris avec les nouveaux modes de paiement que vous avez sur le téléphone, etc., que cette bataille doit être menée ici même. Parce que c'est une bataille citoyenne. C'est une alliance entre le public et le journal. Je suis utile au public et mon indépendance, je la tiens du public. C'est le mot d'ordre que nous avons inventé à Mediapart. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Qu'y a-t-il derrière? Un mot essentiel, et ce sera mon troisième point. Le mot confiance. Confiance. Il y a une crise de la politique dans tous nos pays. On n'a pas confiance dans les partis politiques, dans les élus. On n'a pas confiance dans les représentants. Mais cette crise atteint les journalistes que nous sommes aussi. Car nous, il y a deux sens du mot représentation. Il y a « je te représente », tu m'as donné tes voix, donc je suis ton représentant. Mais il y a aussi « je donne à voir », je représente ce qui se passe, comme une mise en scène. Et donc, la crise de la représentation au sens politique atteint aussi le crédit du journalisme, le sentiment qu'ils ne sont pas indépendants, qu'ils sont les relais un peu serviles des pouvoirs. Et donc nous devons reconstruire cette confiance, cette question de l'indépendance, où que nous travaillons. On est dans le service public de la radio-télévision au Sénégal, on est dans un média privé, on est dans un média indépendant comme la Maison des reporters qui est en train de se créer ou qui s'est créée là. Dans tous les cas de figure, les journalistes que nous sommes doivent se battre pour leur indépendance. Je n'ai pas fait Mediapart en me disant il n'y aurait qu'un seul journal indépendant. J'ai fait Mediapart pour donner du courage à tout le monde, y compris à ceux qui doivent se battre contre les campagnes de haine au prétexte du journalisme dont je parlais tout à l'heure. Il faut se battre. Et c'est en se battant qu'on reconquiert la confiance du public. Pour terminer, Mediapart, au fond, c'est un laboratoire. Vous savez, comme on dit dans une université, il y a un laboratoire de recherche. Hein, on fait des recherches. Et nous, on a voulu vérifier une hypothèse. Vérifier que oui, c'était possible de faire vivre et de créer des emplois. On est parti à 25, aujourd'hui on est 90. On peut faire une entreprise profitable en faisant simplement du journalisme, du journalisme, du journalisme. Et aider, de ce point de vue, l'ensemble de la profession à se dire mais on peut retrouver confiance dans notre métier. La nécessité de l'investigation. Donner à voir ce que les pouvoirs cachent. Tous les pouvoirs. Vous savez, ne pensez pas que l'investigation, c'est seulement les grandes affaires politiques ou économiques. Je prends un exemple. La question des violences sexuelles, c'est de l'investigation. La question, nous, les hommes, notre aveuglement sur une très longue durée par rapport à notre domination sur les femmes. La révolution culturelle portée par une nouvelle génération de femmes est très importante de ce point de vue. Elle nous bouscule. Et comment on y arrive? On fait des enquêtes. Parce que c'est compliqué. Il faut plusieurs témoignages. Il faut convaincre les personnes de témoigner. C'est lourd parce que c'est souvent
témoigner de quelque chose qui vous a blessé, si ce sont des violences sexuelles, qui vous a profondément humilié. C'est aussi de l'investigation. L'investigation vaut dans tous les domaines. Il y a une commune qui a des problèmes d'alimentation d'eau, par exemple, d'eau courante, ou de transport eh bien, ça se traduit, ça peut se traiter par de l'investigation. L'investigation, ce n'est pas quelque chose d'inatteignable. C'est simplement se poser les questions que le public se pose, être du côté du droit de savoir du public. Et donc, voilà ce que je voulais, au fond, vous dire, c'est cette question de la publicité, cette question de la valeur et cette question de l'indépendance, condition de la confiance. Je voulais terminer en vous disant deux choses plus personnelles. Souvent, quand on critique le journalisme, et vous devez l'entendre ici, on dit « Ah, vous les journalistes, vous ne traitez que des mauvaises nouvelles. Vous ne traitez pas les trains qui arrivent à l'heure. Vous ne parlez que des trains qui déraillent. Vous devriez faire un journalisme positif. » Dans ces cas-là, vous avez, et vous pouvez avoir la citation sur un petit papier dans votre poche, vous avez quelqu'un que vous pouvez citer. Et c'est une histoire importante, car c'est ici même que cette histoire s'est faite. Ça se passe dans les années 20. C'est la France de l'Empire colonial, la France aveugle de sa puissance, et hélas, ces questions n'ont toujours pas été réglées, souvent dans la politique française. Il y a un grand reporter qui, à l'époque, était une vedette et qui faisait monter les tirages des journaux où il travaillait quand il allait faire un reportage. Il s'appelait Albert Londres. Et il va faire un reportage, on appelait ça l'Afrique occidentale française. C'est un petit Français convaincu que la France possède les Lumières et que c'est une civilisation supérieure, très fier. Il est très fier. Mais il est vraiment journaliste. Et il arrive ici, et qu'est-ce qu'il découvre? Dans des pays conquis et dominés par la France des droits de l'homme, il découvre le travail forcé. Il découvre la construction des chemins de fer avec un nouvel esclavage, avec des gens qui meurent au travail, avec des gens qui sont raptés, avec des gens qui ne sont pas nourris. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le raconte. Il le raconte. Dans un journal très grand public, ça s'appelait le Petit Journal, Petit Journal. Ça fait un scandale. Tout le parti colonial lui tombe dessus. C'est un mauvais Français. Il n'a pas rendu service à l'œuvre de la France. Et là, son reportage paraît en livre, ça s'appelle Terre d'ébène, et il fait une lettre au ministre des colonies, Albert Londres. Et il lui dit deux choses. Une chose très importante. Il dit, mais, monsieur le ministre, moi j'ai fini, c'est à vous de commencer. Il dit, attendez, ce que je vous ai mis là sous les yeux, si vous ne l'affrontez pas, si vous ne mettez pas fin à cette injustice, à ce crime, eh bien ces peuples, ils auront le droit de dresser nos principes contre nous. Et c'est ce qui s'est passé, évidemment, avec le retard des indépendances et parfois la tragédie, je pense à l'Algérie ou à Madagascar, des indépendances ou les répressions des mouvements des indépendances. Donc il dit quelque chose de politique. Il dit on ne peut pas proclamer des principes et ne pas les respecter. Et après, il parle en journaliste. Et il dit une phrase que vous devez toujours retenir quand on vous dira « Ah, toi, tu apportes des mauvaises nouvelles. » Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes dans un lieu d'enseignement.
Comment une classe, un professeur l'a fait avancer? Pas en lui donnant des solutions. Il l'a fait avancer en lui demandant des exercices, des problèmes, en lui demandant de se prendre la tête, de travailler. Eh bien, d'une certaine manière, le journalisme est comme un instituteur de la nation. Il met des problèmes sur la table. C'est ça notre rôle. C'est pas d'apporter des bouquets de fleurs et de dire tout va bien. C'est de mettre des problèmes sur la table. Et la démocratie, c'est affronter les problèmes. Et il arrive que, en faisant ça, nous soyons malheureux. Nous mettons des problèmes sur la table. Nous révélons des injustices. Et puis, il ne se passe pas grand-chose. Ça ne fonctionne pas toujours. La société ne rebondit pas toujours. Les politiques ne réagissent pas toujours. Et ça m'est arrivé très souvent d'avoir ce sentiment d'impuissance. Et en même temps, ça fait son chemin. Et en même temps, un jour, c'est repris. Et cette patience-là, c'est un activiste dont vous connaissez peut-être de nom, de réputation, du Burkina Faso, du ballet citoyen. Il s'appelle Smoky. Vous avez probablement entendu parler de lui, qui, lors d'un débat qu'on faisait avec des confrères et des consoeurs africaines, m'a dit ça. Il m'a dit, vous savez, M. Plenel, vous les journalistes, votre rôle comme un chasseur, c'est de lever les lièvres. Vous levez les lièvres. Mais ensuite, c'est à la société de les attraper. Et il disait ça en me racontant comment, au moment du mouvement qui a amené au départ de Blaise Compaoré, ils avaient fait une alliance, le mouvement citoyen, avec de jeunes reporters, sur le détournement de fonds européens pour la construction d'une autoroute, qui n'était pas terminée, qui n'avait pas les bas-côtés stables, qui n'avait pas de lumière, et du coup, il y avait des accidents. Donc, ils étaient partis d'un fait divers. Des accidents, dont des jeunes qui, le retour, le vendredi soir, le samedi soir de fête, ou comme on disait de ma jeunesse, de surprise party, ont eu des accidents mortels. Et donc, ils ont essayé de comprendre pourquoi cette autoroute n'était pas terminée. Et ils ont découvert qu'une partie des fonds européens avait été détournée au profit du clan présidentiel. Cette révélation a eu un impact formidable. Comme quand Mediapart révèle que le ministre du Budget est un fraudeur fiscal, ça oblige à prendre conscience de l'importance de l'évasion fiscale, au-delà du cas personnel de M. Cahuzac. Comme nos révélations sur le financement des campagnes électorales, comme nos révélations qui concernent évidemment beaucoup votre continent sur la guerre en Libye. Ça fait son chemin et la société s'en empare. Voilà la première chose personnelle que je voulais vous dire. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. C'est comme ça qu'on avance, en affrontant des problèmes. La deuxième chose, et cela a été dit en introduction, je voudrais vous dire aussi autre chose. Dans notre métier, nous devons être aussi la voix des minorités. Ça ne veut pas dire que les minorités ont toujours raison. Elles peuvent être excessives, démagogiques, mais il faut toujours écouter la voix des minorités. Ceux qui vous disent la démocratie, c'est la loi de la majorité, eh bien, ils ont, comme ce que je disais au début à propos du droit de vote, une conception pauvre de la démocratie. Parce que la majorité, c'est souvent ceux qui sont installés, ceux pour qui tout va bien. Vous savez, c'est la dialectique du paria et du parvenu. Moi, je m'en suis sorti, je suis le parvenu, j'ai fermé la porte. Et j'oublie que j'ai été un paria ou que mes parents ont été un paria. J'oublie d'où je viens socialement, culturellement. Et donc, nous,
nous devons faire surgir, non pas de manière naïve, au sens où on prendrait pour argent comptant ce que dirait tel ou tel activiste, mais nous devons faire surgir les questions que posent des minorités, qui ne sont pas forcément des minorités quantitatives. Je m'explique. La question sociale, par exemple, dans toute l'histoire de nos pays, la question des gens qui vivent que de leur travail et qui... Bon, la question qu'ils puissent être organisés, avoir des syndicats, etc. Très souvent, ils sont délégitimés, ils sont vus par les puissants comme une minorité. Ils ne sont pourtant pas une minorité. Et c'est en ce sens que, avec Mediapart, nous avons pris très tôt cette position par rapport à... Et c'est terrible parce que nous nous sentons en effet impuissants puisque, hélas, l'islamophobie a continué à se développer, y compris au cœur de la parole publique et médiatique. J'ai publié pour les musulmans il y a 5 ans un livre qui aurait pu s'appeler « Pour l'égalité », pour les minorités, voire pour la France, telle qu'elle est. Je dis ça parce que la démarche de ce livre était celle-là. De considérer que si l'on accepte, en l'occurrence, une minorité de croyances, de culture dans un pays, soit blessée, stigmatisée au nom de ce qu'elle est, on met en cause les principes de tout le monde. On met en cause les droits de tout le monde, les libertés de tout le monde. Et donc, être à l'écoute de ce qui surgit de la société est très important. Et je voulais simplement vous offrir ça, parce que c'est ce que je voulais aussi partager ici avec vous. Je cite ce que j'ai écrit qui explique ma démarche et d'où je parle. Sous toutes les latitudes, le sort fait aux minorités dit l'état moral d'une société. Aussi ai-je écrit ce pour les musulmans de France, en ne doutant pas qu'ailleurs, dans des pays où la culture musulmane domine, d'autres pour s'écriront, en défense d'autres minorités, chrétiennes, juives, agnostiques, animistes, sans religion, non-croyantes, voire issues de l'islam lui-même, des sunnites prenant le parti des chiites et inversement. Au-delà de mon pays, j'écris donc contre cette guerre des mondes dans laquelle on veut entraîner les peuples en fabriquant des haines identitaires dont la religion est l'alibi. Mais je suis en France, j'y vis, j'y travaille, et c'est ici même que pour nous se joue ce sursaut des consciences. Jamais les crimes commis par de prétendus musulmans ayant eux-mêmes sombré dans ces guerres sans fin ne justifieront qu'en retour nous persécutions les musulmans de France. Jamais des dérives individuelles ou des conflits lointains n'autoriseront que dans notre pays, on en vienne à assimiler en bloc des hommes, des femmes et des enfants à un péril qui menacerait l'intégrité, voire la pureté de notre communauté nationale, au prétexte de leur foi, de leur croyance, de leur religion, de leur origine, de leur culture, de leur appartenance ou de leur apparence. Jamais les désordres du monde ne sauraient excuser l'oubli du monde. Merci beaucoup. Sur à la fois la liberté d'expression et sur la laïcité telle qu'elle est comprise dans une vision française, mais ce n'est pas qu'une affaire française, évidemment. Moi, je ne suis contre toute interdiction. Je ne crois pas qu'il faille interdire des opinions, fût-elles détestables. En revanche, je suis en désaccord avec vous sur cette façon de dire, mais au fond, ça m'intéresse. Trump, Zemmour poussent au bout des opinions, ça permet de voir jusqu'où ça peut aller. Je ne veux pas leur interdire de dire ce qu'ils ont à dire, je dis simplement que la responsabilité
de notre métier, c'est de considérer que, justement, notre métier, ce n'est pas simplement de refléter des opinions. C'est la question du rapport à la vérité. Et c'est une question très, très importante et philosophique même. Au fond, il y a deux types de vérités. Il y a les vérités d'opinion. On en a tous. Qui peuvent être des vérités de préjugés, des vérités de conviction, des vérités de croyance, des vérités de raisonnement. Ces vérités-là ne sont pas menacées. Le cerveau humain va toujours créer des vérités. Certaines sont formidables, certaines peuvent être effroyables. Certaines peuvent être émancipatrices, et puis certaines peuvent être destructrices, meurtrières. Bon, les vérités d'opinion, les vérités d'opinion. Et il y a un deuxième type de vérité qui concerne justement la question du savoir, de la connaissance, celle qu'on apprend dans des lieux de savoir, ou celle que nous, journalistes, parce que nous sommes une université permanente, c'est notre rôle, ce sont les vérités de fait. Petit v, pluriel, vérité de fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien il y a de micros sur cette table? Combien il y a de bouteilles? Combien nous sommes dans la salle? Qu'est-ce qui s'est dit précisément aujourd'hui? Les vérités de fait. Or, comme une philosophe l'expliquait, Hannah Arendt, dans un texte formidable qui s'appelle « Vérité et politique », en anglais « Truth and Politics », qui est une sorte de réflexion philosophique sur la responsabilité du journalisme, elle disait « Ces vérités de fait, qu'il s'agisse du présent ou qu'il s'agisse du passé, or le présent est fait du passé aussi, elles sont beaucoup plus fragiles que les vérités d'opinion. » Et elle allait plus loin. Elle disait, si nous acceptons un monde où il n'y a que les vérités d'opinion, les tweets de M. Trump ou les éructations de M. Zemmour, ma vérité contre la tienne, mon opinion contre la tienne, mon préjugé contre le tien, et très vite mon identité contre le tien, ma culture contre la tienne, ma croyance contre la tienne, ma communauté contre la tienne. Dans ce cas-là, nous acceptons la guerre des mondes, la guerre de tous contre tous, pour qu'il y ait un débat d'opinion rationnel, qui nous élève, qui nous cultive. Il faut que le débat d'opinion soit dans des conditions où les vérités de fait sont au cœur du débat d'opinion. On discute, mais on discute en s'étant accordé sur le fait qu'il y a des vérités de fait. C'est très important, sinon il n'y a plus de rapport au réel. Sinon il n'y a plus que de l'idéologie, que du mensonge. Si on suit les tweets de M. Trump, il n'y a plus de réalité. Quand il dit fake news aux autres, c'est lui qui est fake. C'est de lui dont il parle. Et donc, dans notre monde aujourd'hui, cette question-là est essentielle. Et elle est au cœur de ce que je vous disais tout à l'heure sur la gratuité. C'est quoi la crise de Facebook? Car c'est une crise derrière l'énorme monstre. Facebook, quand vous allez sur votre page Facebook, l'algorithme de Facebook ne vous enverra pas des informations. Il vous enverra ce qu'il croit rentrer dans vos opinions. Donc il vous confortera dans vos préjugés. C'est comme ça qu'il calculait que vous étiez un suprémaciste blanc aux États-Unis, eh bien il vous envoyait l'affirmation que Obama est évidemment pas américain, ou qu'il y a un complot pour renverser, comme la folie du grand remplacement, cette idéologie meurtrière. L'émancipation, le fait d'être ici à l'école, à l'université, c'est rencontrer des savoirs qui vont nous faire bouger,
nous déplacer, penser contre nous-mêmes, comprendre de nouvelles réalités. Et donc, un règne, encore une fois, ce monde de Facebook, ce monde des réseaux sociaux anonymes, c'est un monde où le cheval de Troie de la destruction d'une vitalité démocratique, c'est l'opinion. Tout le monde peut donner son opinion, c'est formidable. Mais non, c'est pas formidable si l'opinion sert à tuer l'information, s'il n'y a plus d'information, s'il n'y a plus de vérité, si plus rien n'est vrai. Car ces gens dont nous parlons nous disent que plus rien n'est vrai. Pour eux, n'est vrai que ce qu'ils croient vrai. M. Trump considérait le premier jour de son élection qu'il y avait foule dans les rues de Washington. Tous les médias ont montré que c'était faux. Eh bien, il a dit, non, la vérité, c'est qu'il y avait foule. Et vous voyez bien quel est le danger. Le danger, c'est de tomber dans un monde parallèle, où il n'y a plus de rapport au réel. Donc, voilà mon point. Mon point, c'est la bataille sur la vérité. Nous sommes là pour apporter des vérités de fait. Nous avons tous des opinions. J'ai des convictions, j'ai des opinions. Mais mon métier n'est pas celui-là. Le propre du journalisme, c'est apporter ces informations d'intérêt public. Et c'est d'autant plus vrai que grâce à la révolution numérique, et tant mieux, tout le monde peut exprimer son opinion. Avant, il fallait qu'un journaliste me tende un micro, qu'il m'interviewe, qu'il fasse mon portrait, qu'il m'invite sur sa radio ou sa télévision pour que je puisse exprimer mon opinion, moi le citoyen lambda. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin du journaliste. Je fais mes posts sur les réseaux sociaux, je fais mon blog, je peux exprimer mon opinion sans passer par l'intermédiaire du journaliste. Alors, si nous voulons défendre notre métier, si nous voulons continuer à toucher des salaires décents, si nous voulons ne pas être simplement un produit jetable, eh bien, on doit défendre le fait que nous, on apporte quelque chose que le simple citoyen n'apportera pas. Des informations. Il en connaît, hein, le simple citoyen aussi. Mais nous, c'est notre métier. Des informations recoupées, documentées, sourcées, travaillées. Et ça, c'est une bataille aujourd'hui, dans toutes les sociétés. Autrement, il n'y aura plus que l'irréalité. Et tous les intégrismes se vaudront. Parce que M. Trump et les djihadistes, c'est la même face d'une même médaille. C'est les deux faces plutôt d'une même médaille. Hein? C'est-à-dire que je suis dans une idéologie où je ne crois que ce que je veux croire. Et il n'y a plus de réel. Je vais souvent en prison, parler à des prisonniers, parler à des gens de notre métier, des gens privés de liberté. Et j'ai été très, marqué par une matinée où des jeunes qui sont en prison pour radicalisation, comme on dit, l'un d'origine tchétchène et l'autre qui était converti, je crois, et qui est d'origine camerounaise. Donc j'ai passé toute une matinée avec eux. Et c'était très fort, intelligent. Ils avaient préparé l'entretien. Et ils se disaient, on a quelqu'un, bon, on va discuter. Mais au bout d'un moment, on a tourné en rond parce que pour eux, au fond, il n'y avait plus de réalité. C'est-à-dire, la réalité, c'était ce qu'écrit le livre. Point. Et évidemment, ma parole dérangeait, puisque moi, je parlais de quelqu'un qui n'est pas du côté de la stigmatisation, qui n'est pas... Voilà. On parlait de la pluralité des sociétés, on parlait des minorités, on parlait... etc. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus de réalité. Il n'y a que le dogme. Or, l'émancipation, le savoir, qui nous permet de faire notre chemin, tous, etc., ça passe par le fait d'apprendre des savoirs, d'accepter des informations. Et donc, le risque, encore une fois, de nos sociétés aujourd'hui, c'est qu'il y ait un règne des opinions qui tue l'information. Et c'est pour ça que je vous disais au début que nous, journalistes, on est des fantassins de l'idéal démocratique aujourd'hui. Sur
la laïcité, je l'ai expliqué dans le livre que je citais tout à l'heure. La laïcité que l'on dit, c'est ridicule de parler de laïcité à la française, hein, les historiens l'ont montré, la loi de 1905 en France a été faite par des gens qui étaient très curieux des expériences internationales et qui n'avaient pas une vision franco-centrée de tout cela. Quel est l'événement de cette loi, qui est une loi de séparation des églises et de l'État? L'événement, dans un pays qui à l'époque était majoritairement, massivement catholique, dans la pratique du catholicisme, les églises étaient pleines, le baptême, le mariage, etc. Le premier événement, c'est la reconnaissance des cultes minoritaires, à l'exception de l'un d'entre eux, à cause de l'aveuglement colonial, qui est l'islam, justement. Mais c'est la reconnaissance du protestantisme et du judaïsme. Deux cultes minoritaires sont mis à égalité de droits et de devoirs avec le culte majoritaire. C'est ça que veut dire le pluriel. Séparation des églises et de l'État. Il faut se mettre dans le contexte. C'est le contexte de la France antisémite. Et vous connaissez la suite, le génocide et le crime contre l'humanité. C'est le contexte où, pour l'extrême droite, le protestantisme, c'est aussi le diable. Comme les francs-maçons, etc. C'est un contexte. Donc l'événement, c'est de dire, d'où ce que je vous disais sur les minorités, eh bien, sur cette question du rapport entre l'espace public et la croyance personnelle, toutes les religions sont à égalité. Hélas, à cause de l'aveuglement colonial, de l'idée en clair de civilisation supérieure, qui est une idée criminelle, eh bien, l'islam est oublié. Alors que non seulement il était présent, mais n'oubliez jamais, hein, la grande mosquée de Paris est construite en remerciement du sacrifice de ceux qu'on appelait les tirailleurs. Parce qu'on n'avait pas reconnu la religion, mais en revanche, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, on leur a demandé de venir se faire tuer. Et je n'oublierai jamais ça. Et à l'époque, les discours sont des discours, au contraire, d'estime, d'admiration, de fraternité. Je rappelle ça toujours. Hein. Parce que c'est ça la domination, hein, c'est qu'on accepte la chair à canon, mais on ne reconnaît pas, on n'est pas dans l'empathie, on n'est pas dans l'égalité, en clair, les causes communes de l'égalité. Le deuxième événement de la loi de 1905, qui en ce sens est une loi libérale au sens politique du terme, n'est pas, contrairement aux bêtises qu'on entend dans le débat français, n'est pas de dire la religion est une affaire privée. Non. La meilleure preuve, c'est que la loi de 1905 autorise les processions religieuses. On a le droit d'exprimer sa religion dans l'espace public. Et pourquoi? Mais parce que les 4 promoteurs, deux étaient protestants, un était libre penseur, et quant à Jaurès, il avait fait baptiser sa fille. Donc, ils étaient républicains, plus laïcs, mais ils savaient qu'il y avait du spirituel. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, pour eux, la foi, elle a à voir avec, même si un croyant dira, c'est Dieu, mais eux, dans leur côté de la raison un peu de cette époque, ils se disaient, bon, voilà, la foi, c'est aussi une conviction. C'est aussi une croyance, une opinion. Et donc, si on a le droit de manifester ses opinions, on a le droit de manifester sa foi. Un pardon catholique en Bretagne est autorisé. On a le droit de défiler et de faire une procession religieuse. Ce n'est pas interdit. Contrairement, il n'est pas dit que c'est une affaire privée. Il est simplement dit quoi? Et qui vaut pour toutes nos sociétés, qui est que chacun a le droit de vivre librement sa croyance, mais personne n'a le droit d'imposer sa croyance aux autres. C'est tout simplement ça. Chacun vit sa croyance, et chacun a le droit de revendiquer sa croyance, mais dans ce que nous faisons ensemble, dans l'espace public,
personne ne peut venir en disant « ma croyance s'impose aux autres ». Et vous devez vous plier à ma croyance. Et c'est une révolution décisive, et en ce sens, votre image était très juste, car c'est ça le chemin de ce que moi j'appelle les causes communes de l'égalité. Je pense que dans notre monde aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe au Chili, ce qui se passe en Irak, je parle des manifestations, ce qui se passe en Algérie, les mouvements citoyens qu'il y a à peu près partout sur le continent, tous ces peuples qui bougent, qui refusent de se résigner. Quel est le moteur? Les causes communes de l'égalité. Que ce soit la question écologique, du lien à la nature, que l'homme n'est pas indépendant de la nature, ne peut pas être au-dessus de la nature, sinon il va en payer le prix et disparaître lui aussi. Que ce soit les questions de l'injustice sociale, que ce soit les questions de l'exigence démocratique, c'est quoi l'idée? Nous naissons libres et égaux en dignité et en droit. Il suffit de rappeler ça, l'article 1er de la Déclaration universelle, aucune civilisation n'est propriétaire de l'universel, des droits de l'homme, pour comprendre que nous avons un horizon devant nous. Ça veut dire sans distinction d'origine, de condition, de croyance, d'apparence, de sexe, de genre, j'ai le droit d'avoir les mêmes droits. J'ai le droit de m'en mêler, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de protester, j'ai le droit d'inventer, j'ai le droit de revendiquer. Nous sommes au cœur, qu'il s'agisse d'une question sociale, démocratique, de discrimination, d'injustice, de stigmatisation, c'est cette question. Tout simplement les causes communes de l'égalité. Et donc, les causes communes de l'égalité, tout le monde vient au banquet de l'égalité comme il est. Tu as ton foulard, viens avec ton foulard. Le fait que tu affiches ta croyance ne me dérange pas du tout. La seule question qui m'importe, c'est est-ce qu'on mène ce combat ensemble? C'est qu'est-ce qu'on va construire ensemble? Et c'est comme ça qu'on bouge. Dans les débats en France, j'ai souvent choqué, non pas vous, mais ceux qui me... Vous savez, je suis l'islamo-gauchiste en chef. Hein. Bon, je rigole. J'ai dit, mes deux grand-mères bretonnes, l'une catholique, l'autre protestante, elles ne sortaient jamais en cheveux. Disaient sortir en cheveux. C'était les filles un peu libérées qui sortaient en cheveux, donc elles avaient toujours un foulard. Alors, ce n'était pas le foulard lié à une croyance, c'était à une tradition, à un certain statut de la femme. Bon. Eh bien, bon, après, chacun fait son chemin. Quand il y a eu l'histoire du burkini, mais c'était une honte. On regardait, il suffit... Là, le journalisme est important. Vous alliez voir les jeunes femmes qui allaient dans le, entre guillemets, burkini, et elles n'étaient pas entourées d'hommes, elles étaient avec des copines dont certaines étaient en bikini. Donc simplement, elles voulaient aller à la plage. Elles voulaient vivre, voilà, avec leur corps, tout en ayant, dans leur esprit, en ne violant pas une certaine image qu'elles ont dans leurs croyances. Mais elles voulaient d'abord s'épanouir, ne pas rester recluses à la maison. Bouger avec d'autres copines, aller nager. Il y a eu la même chose avec l'histoire de la tenue sportive. Vous vous rendez compte où on en vient? On en vient dans ce laïcisme sectaire, à un laïcisme anti-féministe, qui, au nom des droits des femmes, dit « Ah ben non, si tu veux aller à la plage en burkini, tu n'y vas pas. Donc reste chez toi. Tu veux courir avec une tenue comme ça? Ah ben non, tu ne cours pas. » C'est ce que j'appelle le chemin de l'émancipation. On bouge ensemble. On fait son chemin ensemble. Parce que, je suis désolé, hein, mais l'intégriste totalitaire, il ne voudra pas que la femme aille se baigner. Il ne voudra pas que la femme aille courir. Et qu'elle vive son corps et qu'elle soit fière de son corps. Il voudra qu'elle le cache. Il voudra qu'elle ne l'épanouisse pas. Et donc, vous voyez comment on en vient à des raisonnements qui sont en parallèle de ça. Donc, pour moi, la loi française de 1905 était la plus en avance de son époque sur
une vision libérale de respect des cultes minoritaires, hélas à l'exception de l'islam à cause du colonialisme, et de respect d'une liberté individuelle, d'une liberté de conscience. Alors, le danger, les enquêtes dangereuses, et qu'est-ce qui fait qu'on peut publier ou pas une enquête s'il y a du danger? La question, elle est aussi les moyens d'indépendance d'un média. Moi, je pense toujours que ce métier, on ne le fait pas seul, c'est un métier collectif. Bon, nous-mêmes, à Mediapart, on sait qu'il y a certaines enquêtes qui sont plus dures que d'autres, qui vont amener des campagnes, des tempêtes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est vrai que personne n'a prise sur nous, on peut pas m'appeler pour empêcher que ça paraisse, on peut pas supprimer un budget de publicité, on peut appeler à se désabonner. Bon, voilà, c'est la seule pression qu'on peut faire sur Mediapart. Mais c'est vrai que, comment dire, il faut toujours, c'est un peu comme un pilote d'avion qui doit faire sa checklist avant de décoller. Quand il y a une enquête sensible, il faut jamais se précipiter. Et il faut prendre le temps de tout checker. Voilà. Est-ce qu'on a bien fait le contradictoire? Est-ce qu'on a vraiment bien... l'expression est juste ou pas juste? C'est très important. Vous savez, depuis que Mediapart existe, comme on est très indépendant, donc on dérange tout le monde, j'en suis à 200 procédures judiciaires. 200. Nous n'en avons perdu que 5. 5 condamnations. En tant que journaliste, dans mes enquêtes, je n'ai jamais été condamné. Aujourd'hui, j'ai un casier judiciaire avec 5 condamnations, en tant que directeur de Mediapart. La loi actuellement en France, que certains ont voulu remettre en cause, est une très bonne loi sur la protection de la liberté de la presse, parce qu'elle lie le droit d'informer à la pratique professionnelle. C'est-à-dire, quand on publie un article, il est tout à fait légitime qu'à la loyale, on nous demande des comptes. Vous avez dit que je suis un corrompu, la justice ne m'a pas condamné pour l'instant, je vous poursuis parce que c'est évidemment diffamatoire. Vous dites que je suis soupçonné de corruption, moi je le conteste, le procès n'a pas encore eu lieu, en attendant le procès, je poursuis le journal qu'il a écrit. Ça, c'est ce que j'appelle nous poursuivre à la loyale. Petite parenthèse, dans les grosses affaires sensibles, évidemment, on ne nous poursuit pas à la loyale. Tout le monde l'a oublié, mais Sarkozy, dans l'affaire libyenne, ne nous a jamais poursuivis en diffamation, seulement pour soi-disant faux et usage de faux, il a perdu. 3 décisions de justice ont bien dit que le document libyen de Mediapart n'était ni un faux intellectuel, ni un faux matériel, mais mieux encore, il nous avait poursuivis en diffamation sur un témoignage de l'intermédiaire M. Ziad Takedine. Eh bien, vous savez quoi? Au creux de l'été, il s'est désisté. Courageux, mais pas téméraire. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va devant le procès, et nous, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on essaye, c'est très rare de l'obtenir, on dit la vérité des faits, l'expression que j'ai employée tout à l'heure. Alors pourquoi c'est très rare? C'est parce qu'on ne voit pas un tribunal dire « Mediapart a dit la vérité », alors qu'un autre tribunal n'a pas terminé l'enquête, ou n'a pas jugé encore l'enquête dont nous parlons. Donc on s'en sort, et c'est très intéressant, et je ne connais pas ici si c'est la même législation sur la liberté de la presse ici, parce qu'on appelle la bonne foi. Et c'est une très très bonne formule, parce qu'on vient devant le tribunal, on dit « Ok, j'ai écrit quelque chose qui a dérangé monsieur Untel, qui est lourd, qui est grave, et qui fait du mal, oui, bien sûr. Mais je l'ai fait, et il y a des conditions de la bonne foi. Légitimité du but poursuivi. Oui, c'était d'intérêt public. Ce n'est pas une affaire privée, ce n'est pas une affaire qui devait rester secrète, c'est d'intérêt public. Deuxièmement, sérieux de l'enquête. J'ai enquêté, j'ai des témoignages, j'ai des témoins,
j'ai des documents. Troisièmement, respect du contradictoire. J'ai pris le temps de contacter la personne mise en cause. J'ai des traces de ça, des textos, des mails, des messages WhatsApp. J'ai gardé les traces de s'ils n'ont pas répondu. Et s'il n'a pas répondu, j'ai appelé son entourage ou j'ai appelé son avocat. Et j'ai laissé du délai pour ça. Et quatrièmement, modération dans l'expression. J'ai pas écrit un tel est une, je sais pas, j'ai du mal avec les gros mots. Bon, et je ne sais quoi, quelque chose de grossier. Hein. J'ai dit très froidement, il y a des soupçons, etc. Et cinquièmement, absence d'animosité personnelle. Je ne suis pas dans une croisade personnelle. Alors, je vous dis ça parce que les 5 fois où j'ai perdu, c'est 5 fois sur des petites affaires, où on a fait une fois une petite erreur factuelle, une autre fois, on n'a pas pris assez le temps du contradictoire, une autre fois, on a eu une imprudence dans l'expression. À chaque fois, c'était légitime. Je vous rappelle, hein, on a été les premiers dans le monde entier, c'est comme ça, à défendre cette idée que l'information pouvait avoir une valeur sur Internet. À l'époque, il n'y avait pas les abonnements du New York Times, il n'y avait pas... Tout le monde nous a suivis, y compris les médias installés. Et le 1 euro, c'est quelque chose que j'ai inventé, je vous explique. En fait, l'abonnement n'est pas à 1 euro à Mediapart. Il est aujourd'hui de 11 euros par mois, ou 110 euros par an, mais n'a jamais changé, et je vous le signale, si vous avez... voilà, n'a jamais changé. L'abonnement pour petits revenus n'est que de 5 euros par mois, ou 50 euros par an, et je vous rappelle que sur un abonnement à Mediapart, vous pouvez être 30 à consulter Mediapart. Vous pouvez partager les identifiants sans problème. Moi, de ce point de vue, Mediapart n'est pas derrière un mur du payant. Et quand vous êtes abonné à Mediapart, vous pouvez offrir un article qui vous plaît, vous mettez les mails de vos amis et ils l'ont gratuitement à lire. Donc, le tarif n'est pas 1 euro. Simplement, au début, comme on était les premiers, on a initié beaucoup de choses. Et au début, oui, et il y a parfois des offres 6 mois, 20 euros. Voilà, quand on fait des événements, des lives, etc. Et donc, je disais ça parce que, en fait, au début, j'ai dit, mais attendez, comme on est sur Internet, quand vous allez chez un marchand de journaux, vous feuilletez le journal avant de l'acheter. Donc, j'ai dit, il faut permettre aux gens de feuilleter le journal. Et au début, c'était 0 euros pendant 15 jours. Vous mettiez vos coordonnées, 0 euros, et puis après, si vous ne résiliez pas, l'abonnement était payé. Ça n'a pas marché. 0 euros, personne ne prenait. 1 euro, ça a marché. Parce que 0 euros, ça n'avait pas de valeur. 1 euro, ça avait de la valeur. Et depuis, si vous regardez, tout le monde, Le Monde, l'Express, tous les abonnements en ligne ont cette offre découverte qui commence par 1 euro. Donc, l'abonnement aujourd'hui, qui est vraiment par rapport à la richesse de Mediapart, c'est vraiment par rapport au niveau de vie français, c'est vraiment pas cher comme le rapport qualité-prix, comme on dit. Et non seulement ça nous permet de vivre, vous savez, Mediapart on va faire cette année probablement pas loin de 17 millions de chiffre d'affaires et plus de 4 millions de résultats. De résultats, c'est-à-dire de bénéfices. Quand j'ai dit qu'on a 170 000 abonnés individuels payants, il faut que vous ayez en tête la réalité du marché. La presse quotidienne, qui est notre concurrent, la Libération, Le Monde, Le Figaro, les achats réellement payants, papier en kiosque, papier abonnement et édition numérique de Libération, c'est 50 000. Les achats réellement payants, pas les exemplaires qui sont donnés dans les compagnies aériennes, tout ça, c'est pour augmenter le chiffre de diffusion pour les tarifs publicitaires. Les achats réellement payés, c'est 50 000. Nous, c'est plus de 3 fois plus. Le Monde et Le Figaro, c'est aujourd'hui réellement payant 250 000. Nous, c'est plus de la moitié. Donc tout ça pour dire,
Voilà la réalité de ce que nous sommes comme réussite économique. Deuxièmement, sur question sur le... Vous m'avez dit sur le soutien, il y avait une deuxième question qui était... Aux activistes. Hein. Mais on fait... C'est-à-dire que nous, on écrit beaucoup sur tous ces enjeux de droit numérique. On a accompagné, j'ai pris position sur le sort de Assange, on a soutenu les demandes pour le droit d'asile de Snowden. Bon, on a participé à tout cela, tout en étant lucide, par exemple, aussi sur le fait que dans son isolement, par exemple, Julian Assange a été amené lui-même à parfois être dans une aventure un peu personnelle, hein, à se couper du collectif. Je ne jette pas la pierre, hein, son sort n'est pas enviable, comme vous l'avez dit. Il n'était même pas dans une prison, au sens il n'y avait pas une cour pour se promener. Il était dans cet appartement de l'ambassade d'Équateur à Londres, mais du coup, il faut... Comment dire, il faut toujours tenir tous les bouts dans la vérité. Oui, en effet, dans le cadre de la campagne américaine, il y a eu une instrumentalisation, non pas de Wikileaks, mais puisqu'il y a eu beaucoup de séparation et de rupture, mais autour d'Assange. Comment dire, Assange, dans son isolement, a un côté de réal politique. Et donc, face à son adversaire, qui est la puissance américaine, il a, je crois, accepté parfois une certaine complaisance avec la puissance russe. Bon, voilà, c'est un fait, ça n'enlève rien au fait que, sur le fond, je le défends. Sur l'enquête dont vous parlez sur le Cameroun, je comprends tout à fait ce que vous dites du point de vue du terrain au Cameroun. Je resitue cette enquête dans son contexte et je voulais en parler par rapport à ce qu'a dit M. Bahouri par rapport à ce qui se passe au Mali. En fait, c'est dans le cadre d'une grande enquête que nous avons faite sur les ventes d'armes françaises ou de matériel militaire français. Notre angle, c'était celui-là. Là, en l'occurrence, et vous savez que ce n'est pas si simple pour nous d'enquêter sur le terrain au Cameroun, notamment on a par exemple beaucoup de procédures que nous fait le groupe Bolloré, que j'ai cité tout à l'heure, beaucoup de procédures judiciaires quand on essaye de révéler des choses sur son poids. Je rappelle qu'au Cameroun, il contrôle les ports, il contrôle le train, il contrôle beaucoup d'autres choses. Oui, ici aussi, peut-être la France-Afrique au sens de la dépendance, et c'est une bataille que nous devons mener, et ce sont des groupes très très puissants, qui en plus, c'est très intéressant, on parle des questions de sécurité. Vous savez que ces groupes embauchent les gens de la sécurité de l'État après. Tous les clients que j'ai eu à affronter dans mes révélations sous la présidence de François Mitterrand, je les ai retrouvés auprès de tel ou tel groupe privé en Afrique ensuite. Ils travaillent pour eux. Bon. Et donc, nous, notre enquête, c'était l'histoire suivante. La France est le 3e marchand d'armes au monde. Et on a un discours lénifiant de nos gouvernants. Bon, ben, c'est bien, ça fait des emplois. Et l'argent n'a pas d'odeur. Du coup, on prétend combattre terriblement, défendre les droits de l'homme, combattre les totalitarismes et tout, mais on vend à des régimes autoritaires. C'est l'argent saoudien qui fait qu'on vend tout ce qu'on vend à M. Sisi au Brésil. En Égypte. J'ai une autre histoire au Brésil. Bon, nous vendons à l'Arabie Saoudite et nous avions montré dans une enquête précédente l'impact de ces armes sur la guerre au Yémen, où il y a une famine, où il y a des conséquences en termes de droits humains. Donc du coup, on a voulu faire une enquête mondiale, parce qu'on a été jusqu'en Asie aussi, pour dire, voilà, dire aux Français qui sont indifférents à cette question, dire, mais attendez, on est le 3e marchand d'armes, mais ces armes, elles servent. Parce que le discours du gouvernement, c'est dire, on vend des armes, mais elles ne servent pas. Donc nous, on a été raconter comment elles servent.
et comment les armes ou les matériels militaires français peuvent être impliqués dans des atteintes aux droits humains. C'est ça qu'on a voulu montrer. Et donc, probablement qu'on ne montre qu'une focale, qu'une partie de la réalité. Hein, c'est comme une photo, hein, il faut parfois l'agrandir sur la complexité du réel. Mais c'est ça qu'on a voulu montrer, sur dire, tiens, il y a eu tel manquement aux droits humains, et ce manquement aux droits humains se fait avec du matériel français. Et donc, ce n'est pas innocent d'être un marchand d'armes dans le monde actuel. Hein, voilà. Par ailleurs, je voudrais souligner la force, et c'est très important pour les projets sur le numérique. Une presse numérique peut rétablir la confiance, et là, il ne faut pas avoir peur de ça, par le fait qu'elle est participative. On peut nous critiquer. D'ailleurs, sur ces articles, des gens ne se sont pas empêchés de nous critiquer, en disant « vous ne montrez pas toute la réalité ». Eh bien, c'est une bonne chose. Nous n'avons pas toujours le dernier mot. Sur la vérité, merci au professeur de droit là, de la presse de poser cette question. C'est très compliqué de gagner sur le terrain de la vérité. C'est une bataille que je mène à chaque fois devant les tribunaux pour dire « mais attendez, voilà, nous avons écrit la vérité ». Les tribunaux sont frileux là-dessus. Il faut vraiment qu'on ait la vérité coefficient 100. Alors, j'ai une victoire. C'est mieux que la Légion d'honneur, hein, je rigole. J'ai eu la vérité pour une enquête que j'ai faite. Ça a fait jurisprudence. C'est une des rares fois où l'exception de vérité a eu lieu. C'est quand j'avais fait mon enquête sur la cellule, le cabinet noir de la présidence Mitterrand, la cellule de l'Élysée et son rôle dans un montage dans la lutte antiterroriste dans l'affaire des Irlandais de Vincennes. C'est très vieux, hein, la plupart, vous n'étiez pas nés. Et donc, la justice avait failli, elle n'avait pas réussi à travailler. Et il y a eu un procès de presse que m'a fait l'un des personnages de cette cellule, le capitaine Baril, encore quelqu'un qui a circulé, y compris au Rwanda, avec le régime qui a été associé au génocide, hein, parce que tout ça a des... Pas oublier, hein, derrière tout cela, nous avons aussi rappelé récemment à Mediapart cette guerre oubliée qui est l'histoire de l'UPC au Cameroun, hein, qu'on oublie et qu'en France on connaît trop peu, mais qui est une histoire terrible, hein, et vraiment qui est une faute qu'il faut rappeler. Et donc je dis ça parce que ce monsieur a voulu me poursuivre sur un ultime article, et là bien mal lui en a pris. Donc nous avons mené la bataille, j'ai eu tous les témoins pour dire c'est la vérité. Et là, le procureur de la République a dit nous, la justice, on n'a pas su établir la vérité. C'est la presse qui l'a établie, il faut accorder la vérité des faits. Et donc j'ai eu la vérité des faits. Mais c'est très très rare. J'essaye qu'un jour Mediapart à son tour ait la vérité des faits, mais c'est très très rare qu'on y arrive. Sur les pressions et la question de la consoeur de la BBC, les contextes sont toujours différents et vraiment je viens ici en partageur d'expérience, pas en... Je n'ai aucune leçon à donner, chacun vit... Bon, alors, comment dire, en France, nous avons un système de médias privés qui sont aujourd'hui totalement sous le contrôle d'intérêts extérieurs à l'information. Ce sont des industriels du luxe, des industriels, j'ai cité Bolloré, ça va des ports africains aux matières premières, des industriels de la téléphonie, des financiers. Ce ne sont pas des gens d'information. Ça veut dire que ces gens-là vous laisseront faire votre métier tant que vous ne dérangerez pas leurs intérêts ou leurs amis. C'est-à-dire, si vous parlez d'autre chose que ce qui les concerne, vous pouvez faire du très bon journalisme. Si vous commencez à parler et à déranger les gens dont ils ont besoin, et parfois ils ont besoin de la puissance publique, ils vous empêcheront. C'est ce que le fondateur du Monde, une expression que j'ai souvent reprise, avait appelé la presse d'industrie. C'est-à-dire des intérêts extérieurs à l'information viennent entraver le travail d'information.
Et donc c'est ça la réalité au niveau des médias privés, massivement. Et ce qui explique les dérives d'aujourd'hui, parce que ce milieu a des intérêts économiques à défendre dans une période compliquée où les peuples n'épousent pas tout cela. Regardez la révolte populaire des Gilets jaunes en France. Donc la diversion par les boucs émissaires, par les campagnes de haine, dans tous les pays ça existe. On prend une diversion identitaire, on prend un bouc émissaire pour parler d'autre chose. Ne pas parler de ce que nous avons en commun. On va parler de l'autre. On va dire mon problème c'est l'autre. Au lieu de parler de qu'est-ce qu'on a en commun au niveau social, au niveau démocratique, au niveau de notre vie quotidienne. Et donc, ça c'est la réalité des médias privés. Et les médias publics, comment dire, la crise démocratique française font que les médias publics n'ont pas, à mes yeux, l'élévation qu'ils devraient avoir. Nous parlions de M. Zemmour tout à l'heure, c'est un média public qui a fait sa promotion et j'ai accepté pour Mediapart d'aller à l'émission quand il était encore, c'est la première fois, c'est mon éditeur qui m'a un peu forcé, qui m'a dit écoute, si tu veux atteindre le plus grand nombre, faut que tu ailles à cette émission, on n'est pas couché. C'était encore Zemmour et je me souviens toujours que je lui ai dit dans cette émission, je lui ai dit, écoutez, nous n'avons rien en commun, donc moi je parle aux gens qui nous écoutent, pas à vous. Je dis ce que j'ai à dire. Mais à un moment, je lui ai dit, voilà, vous êtes sur le service public, vous êtes donc payé par nos impôts, eh bien, et vous avez été condamné pour incitation à la discrimination à l'embauche. Je rappelle qu'il avait dit, il faut quand même voir où on en est. Cet homme a dit qu'il était légitime pour un patron de ne pas prendre un employé parce qu'il a la peau noire. Il a dit ça. Il a été condamné à 2 reprises pour ça. Je lui ai dit dans cette émission, écoutez, vous avez les opinions que je trouve détestables, c'est votre affaire, mais vous n'avez pas le droit d'être payé par nos impôts pour proférer ces opinions. Parce que nos impôts sont faits au nom de l'intérêt commun. Et l'intérêt commun, c'est des droits fondamentaux. Et parmi ces droits fondamentaux, c'est qu'on n'a pas le droit de dire ça. C'est un crime. Et depuis Zemmour, l'été est arrivé et il n'a pas été reconduit. Dans sa paranoïa, il prétend que je ne crois pas que j'ai le bras aussi long. Ce n'est pas ma déclaration qui lui a fait perdre. Et depuis, il s'est récupéré ailleurs. Mais c'est un scandale de se dire que, je veux dire, encore une fois, le vrai scandale, c'est quel est ce système médiatique qui considère que cette personne ne doit pas être quelqu'un de marginal, qui dit son petit truc dans son coin. Il y aura toujours des fous, hein. Il y aura toujours des dangereux. La question, c'est la visibilité qu'on leur donne. Et là, il y a une responsabilité des médias de donner cette visibilité. Il faut quand même voir où on en est. Et là, on a récemment, ce monsieur a dit, parlant de la conquête, début de la conquête coloniale française côté en Afrique, et en commençant en Afrique du Nord, le général Bugeaud, qui était un général, massacrait les Arabes et aussi des Juifs. Voilà. Bon, et il massacrait. Mais comme je suis pour la France, je suis pour le général Bugeaud. Aujourd'hui, ça veut dire vous pouvez massacrer. Et en effet, il y a l'attentat de Bayonne. Les grands attentats anti-musulmans qui ont eu lieu dans le monde, que ce soit en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis ou en France, il n'y a pas eu d'attentat de masse encore, heureusement, je touche du bois, sont faits au nom d'une idéologie dont les théoriciens sont français et dont M. Zemmour est le propagandiste, qui est pour moi, je l'ai documenté sur Mediapart, une idéologie meurtrière. Ils appellent ça le grand remplacement. Ils disent, en fait, nous les Français de souche, on est en train de nous remplacer. Pourquoi je dis que c'est une idéologie meurtrière? C'est de dire, en fait, vous nous envahissez. Donc si vous nous envahissez, mais il parle de qui? De Français. De la réalité du peuple français. Donc ça veut dire qu'il faut vous chasser. Il faut vous faire partir. En sens, c'est un appel à la guerre civile. Les mots peuvent tuer. Oui, les mots peuvent tuer. Cela commence comme ça. D'ailleurs, l'antisémitisme européen qui a ravagé l'Europe a commencé comme ça, comme d'ailleurs les mots qui ont légitimé la colonisation. Je l'ai rappelé dans un article, quand on entend
on entend parler en France de racisme anti-blanc. Il peut y avoir des préjugés, hein, tout le monde. Aucune origine n'est à l'abri du préjugé. Mais le racisme, c'est autre chose. C'était une théorie. Aucune personne de peau blanche n'a été victime en France de discrimination systémique. À l'embauche, pour avoir un logement, une moquerie, une réflexion désagréable, une humiliation, une blessure. Et c'est un aveuglement qui vient de très loin. Cela a été rappelé tout à l'heure, j'ai grandi dans les pays qui ont été au cœur de la traite négrière, de ce crime contre l'humanité, l'esclavage et la traite. Et moi je sais, mais par mon histoire personnelle, que le blanc est une invention de cette époque. On a inventé le blanc. Avant on était rouge, bronzé, clair. Le blanc est une invention de domination. On a inventé le blanc pour dire il est supérieur. Alors que nous sommes pareils. Hein. Voilà. Et ça, mais c'est quelque chose qu'il faut dénouer au plus profond. Je m'éloigne du journalisme en disant ça. Encore que. J'ai dit, nous sommes aussi des instituteurs. Nous ne sommes pas là pour appeler à la guerre de tous contre tous. Nous devons tisser ces liens, faire ce travail. Donc j'en reviens sur les pressions. Mediapart, on a des pressions. Vous avez vu la tentative de perquisition ordonnée par le parquet qui n'est pas indépendant chez nous. Nous avons des campagnes de calomnie, hein, des campagnes de diffamation. On utilise la vox populi pour essayer de nous déstabiliser. Bon, comment dire? Il faut se donner les moyens de son indépendance. Et par rapport à une question qui a été posée tout à l'heure, je pense vraiment que l'indépendance, nous, on s'est donné les moyens de notre obsession. C'est difficile d'avoir prise sur nous. Mais en même temps, je crois que cette question de l'indépendance, si on l'assimile uniquement à un journal comme Mediapart, c'est très désespérant. Et donc je crois aussi que là où on travaille, on doit défendre son indépendance. Alors le défendre seul, c'est compliqué. C'est une question collective. C'est pour ça qu'il faut aussi des sociétés de journalistes. C'est pour ça aussi qu'il faut des syndicats professionnels de journalistes. Il faut défendre son indépendance, collectivement. C'est-à-dire il faut défendre, y compris face à un propriétaire privé ou face au gouvernement, s'il s'immisce dans le média public, le fait qu'on n'est pas au service du gouvernement, qu'on n'est pas au service du propriétaire privé. Je regardais la charte déontologique qui existe, du journaliste sénégalais qui est affiché dans un des locaux ici. Elle dit ça. Elle dit, vous avez ça. Je considère que le droit du public, un journaliste digne de ce nom, considère que le droit du public à une information juste et équilibrée prime sur toute autre considération, respecte la vérité sans tenir compte d'aucune considération personnelle, défend l'indépendance et la liberté de la presse sous tous ses aspects, notamment en ce qui concerne la liberté d'information, d'expression, de commentaires, de critique, d'enquête et de l'interdiction de la censure. Et donc, il faudrait peut-être rajouter, y compris à l'égard de ses employeurs et du pouvoir public. Mais c'est ça que ça veut dire. Hein. Et vous l'avez, et ça, il faut la confiance du public passe par le fait de faire ce travail. Enfin, je voudrais juste dire combien j'étais très content de vous entendre, parce que je suis là à Dakar, et en fait, il se trouve que mon premier retour sur ce continent pour Mediapart a été en Guinée, pour les 20 ans de Guinée News, qui a accompagné la transition démocratique guinéenne, faite par des valeureux qui avaient échappé, migré, l'un étant au Canada et l'autre au Japon. Et j'étais très honoré, et à l'époque, ça m'avait beaucoup ému. Le journaliste qui a fait l'interview, pardon, j'ai oublié son nom, c'était vraiment le jeune journaliste le plus brillant de sa génération. J'oublie son nom, je suis désolé. Et quelques mois après, il est mort dans la couverture d'un accident avec les soins qui ne sont pas arrivés à temps. Voilà. Et en fait, c'était une mort... il n'aurait pas dû mourir. Et il est mort à cause de la mauvaise gouvernance.
la mauvaise gouvernance au terme d'équipement collectif, de circulation, d'accès aux soins. Voilà, il aurait dû survivre et j'ai souvenir de ce confrère et je pense à lui voilà. Je suis désolé, j'ai fait des réponses un peu longues, donc ça va priver peut-être certains ou certaines de questions. Mais si vous voulez prolonger en m'envoyant certains d'entre vous mon téléphone, vous pouvez m'envoyer des messages sur WhatsApp. Et puis autrement, mon mail, c'est Edwy, mon prénom, edwy.plenel, P-L-E-N-E-L, @mediapart.fr. Si vous voulez, si vous le faites plus tard, je risque d'oublier, mais si par exemple je trouve des mails de vous ce soir, je peux vous répondre. Voilà. Le per diem est, comment dire, c'est vrai, c'est pour ça que je parlais de la question des salaires et des conditions matérielles du journalisme. Il vaut mieux ne pas dépendre de ceux qui vous invitent, de ceux qui organisent des opérations de communication, etc. Mais quand on est un média pauvre, eh ben, je pense qu'il faut être capable, alors c'est compliqué hein, ça, mais de dire bon ok je viens, mais d'avoir la force que ça ne pèse pas sur votre travail, sur votre compte-rendu, etc. L'idéal, c'est de ne pas prendre. L'idéal, c'est de ne pas être dépendant. Après, il n'est pas exclu d'essayer de ruser, d'essayer de ne pas se priver du terrain ou de la possibilité d'informer. Mais c'est vrai que nous, Mediapart, on fait en sorte de ne... On a une charte de déontologie hein, que vous pouvez lire. Elle est accessible, même si vous n'êtes pas abonné. Hein, elle est en bas. Il y a tous les éléments, toutes les précisions qu'on a élaborées avec l'équipe. La question de la limite elle est assez simple et en même temps la réponse est toujours compliquée. Elle est assez simple, c'est l'intérêt public. C'est-à-dire que si quelque chose est évidemment concerne la vie privée de quelqu'un, pour moi, je ne peux pas le rendre public. Mais en posant la question des enregistrements Bettencourt, vous avez posé la bonne question. Vous avez un majordome, un serviteur, qui, considérant qu'on abuse de sa patronne, enregistre secrètement ses conversations privées dans son bureau. Nous apprenons que ces enregistrements sont entre les mains de la police. Il y a 21 heures. On écoute ces enregistrements. On a l'impression d'être dans une violation de l'intimité des personnes concernées. C'est comme si on était des espions. Dans ces 21 heures, il y avait 1 heure dont on a estimé qu'elle révélait des faits d'intérêt public. Des faits d'évasion et de fraude fiscale, des faits de manipulation de la justice, des faits de lien sur le financement politique avec des politiques, des faits de manœuvres internes à un grand groupe économique, le groupe L'Oréal, avec des manœuvres illégitimes à l'intérieur. Donc on a fait le tri. On a assumé notre tri. On a dit ça, c'est d'intérêt public. Et on le révèle. Comme vous le savez, on a été à la fois poursuivi et relaxé et par ailleurs condamné. Je m'explique. Comme le majordome a été poursuivi pour violation de l'intimité de la vie privée. Nous-mêmes, dans un contournement de la loi sur la presse, on ne nous a pas poursuivis sur le terrain de la loi sur la presse. On nous a poursuivis comme complices d'une violation de l'intimité de la vie privée. Devant le tribunal, on a sorti les arguments de la loi sur la presse, en disant nous on n'a enregistré personne, on a violé l'intimité privée de personne, et nous avons fait un travail de sélection révélant des faits d'intérêt public que d'ailleurs la justice a condamnés entre-temps, y compris avec des peines de prison pour des personnes. Donc on a été relaxé.
Mais parallèlement, il y a eu une procédure qui est sortie des routes, justement, du droit de la presse, et qui a amené à une censure. Les enregistrements Bettencourt sont aujourd'hui encore censurés dans 70 articles de Mediapart. 70 articles. Pourquoi je n'ai pas levé cette censure alors qu'on a été relaxé? C'est parce que nous sommes devant la Cour européenne des droits de l'homme pour faire condamner cette décision de justice qui nous a censurés au nom de la vie privée, indépendamment du droit de savoir et de l'intérêt public. En clair, il n'y a aucun secret absolu. Le secret des affaires existe. Le secret de la défense d'un pays existe. Le secret privé existe. Mais c'est toujours une balance dont nous rendons compte et nous devons prendre notre risque. Est-ce que ce secret passe en second plan par rapport à un droit plus essentiel qui est le droit de savoir? L'exemple pris qu'on pourrait prendre, c'est vous êtes dans votre appartement et il y a l'appartement à côté. Vous entendez souvent des cris, mais vous bougez pas. Puis un jour, il y a des cris très très forts d'une femme qui appelle au secours parce qu'on est en train de la violenter, etc. Et vous êtes de l'appartement d'à côté. Vous tapez à la porte, personne n'ouvre. Vous vous dites, il faut faire quelque chose. Vous cassez la porte, vous pénétrez l'appartement. Au nom d'un État supérieur, sauvez cette personne qui est agressée. Vous violez l'intimité de l'appartement, mais au nom d'un droit supérieur. Le majordome a été relaxé au nom de ça. Il a espionné sa patronne pour la protéger, pas pour s'enrichir, pas pour faire chanter quelqu'un. Donc il a obtenu ce qu'on appelle l'état de nécessité. Pour la sauver, lui, il était serviteur, personne ne le croirait. Donc il s'est dit, il faut que j'enregistre tous ces gens de la haute, de la bonne société, qui, comme cette dame était richissime, spoliaient cette dame, lui volaient son argent. Et il fallait qu'on les entende le faire. Et donc, il a gagné sur ce terrain. C'est ça, une jurisprudence démocratique. C'est une balance de droit. C'est ça. C'est une balance de droit. Autrement, si on dit qu'il y a des droits absolus, très vite, le droit absolu, ce sera le droit de l'État. Ce sera le droit de l'État de dire qu'est-ce qu'il est légitime de savoir ou de ne pas savoir. La nouvelle indocile, il faut toujours permettre qu'elle sorte. Et qu'elle sorte, elle dérangera. Donc c'est là où une jurisprudence démocratique, c'est celle qui fait droit à cela. Alors, merci d'avoir cité Péguy, car ça donne... Connaissez sa formule, dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste. Mais aussi, disait-il, penser contre soi-même. Et ça, je voudrais souligner ça sur le travail des journalistes. Comme je vais répondre sur une question de commentaire là tout à l'heure là sur les libertés en France, mais encore une fois, on a tous des convictions. Mais notre indépendance est mise à l'épreuve. Est-ce que nous sommes prisonniers de nos convictions? Est-ce que nous acceptons de traiter une information qui va nous fâcher avec des amis? Est-ce que nous acceptons de publier une information qui va déranger des sensibilités politiques dont nous avons l'air d'être proches? Je représente ça. Je suis, comme vous devinez, plutôt quelqu'un qui est, en tant que citoyen, classé à gauche. La gauche, en France, a été au pouvoir à partir de François Mitterrand en 1981. D'où vient ma, à la fois, notoriété et mauvaise réputation? C'est que moi, j'ai considéré que ce que la gauche critiquait sous la droite, il fallait le révéler quand la gauche le faisait. On n'allait pas mettre la poussière sous le tapis parce que c'était un pouvoir on avait souhaité cette alternance. C'est ça l'indépendance. L'indépendance, c'est de montrer qu'on ne censure pas quelque chose pour protéger ses propres intérêts. Et ça, c'est un travail collectif. Penser contre soi-même, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait dans une discussion collective. Et ça, c'est vraiment... D'où le mot confraternité qu'on emploie sur notre métier
hein, des confrères, des consoeurs, c'est important. Le collectif. Le collectif. Hein. Je dis ça souvent parce que j'ai vu des journalistes se perdre, on a parlé de la communication, parce que trop fous d'eux-mêmes, considérant le journalisme comme une aventure personnelle. Et moi, tout ce que je vous transmets, là, que je partage avec vous, ne vient pas d'un itinéraire solitaire, il vient d'une histoire collective. Enfin, dernière question sur, évidemment, la société de vigilance. Vous savez, je crois vraiment que, et heureusement qu'il y a une grande vitalité, comment dire, au fond de moi-même, je doute beaucoup de mon pays aujourd'hui. Et je ne suis pas très fier. J'ai sonné le tocsin depuis pas mal d'années. Et finalement, je vois une dérive très profonde. Et une dérive qui atteint les droits fondamentaux, les libertés fondamentales. Jamais il n'y a eu ces dernières années une répression d'un mouvement social d'une telle violence que celle qui s'est passée en France sur les Gilets jaunes. Comment donner des leçons à M. Poutine ou à M. Erdogan ou à d'autres, ou à Hong Kong? La répression à Hong Kong a été moins violente que la répression des Gilets jaunes. On a documenté ça au niveau des violences policières illégitimes. Et tout ça est lié parce qu'on a... Ce qui s'est passé sur ce mouvement populaire, c'est ce qui se passait dans une grande indifférence générale dans les quartiers populaires, notamment par rapport à toute notre classe, nos classes populaires issues elles-mêmes de notre longue histoire en lien avec le continent africain, avec les Antilles, avec le Maghreb. Et donc, je suis très alarmé, très inquiet. Un président qui dit une société de vigilance, c'est en effet une société de délation. Un président qui fait diversion lui-même avec l'immigration et l'islam pour échapper aux questions sociales, c'est un président qui joue avec le feu. C'est un président qui a été élu au second tour, et Mediapart, nous avons pris position dans ce sens, face à l'extrême droite, face à ceux qui utilisent les haines et les peurs. Aujourd'hui, c'est lui qui fait le jeu, il fait le jeu et le lit de l'extrême droite, au point d'aller parler dans les magazines de l'extrême droite, au point d'alimenter cela. Mon pays me manque. Par moments, je pense que mon pays m'abandonne. Je le vis comme ça, profondément. Je suis un Français d'outre-mer, comme ça a été dit, mais patriote à ma façon. J'aime bien être fier de mon pays. Et là, je suis profondément triste, profondément blessé. J'ai du mal à vous donner confiance dans ce pays. Le mien. Il y a une société formidable. Il y a des mouvements dans la société formidable. Et nous en sommes, Mediapart l'incarne par sa popularité. Mais au niveau des élites dirigeantes, politiques, intellectuelles, médiatiques, il y a beaucoup de renoncements, beaucoup de dérobades. Et vous savez, puisqu'on parlait du foulard, du voile, la polémique actuelle, c'est sur les sorties scolaires. Vous savez, les sorties scolaires, bon, surtout dans les classes populaires où on n'a pas les moyens et tout, c'est la classe qui va visiter un musée, visiter une exposition et tout. Et la tradition des écoles, notamment les écoles primaires, c'est que les parents, et notamment les mamans, viennent accompagner. Et vous avez vu cette bataille scandaleuse de dire si les mamans viennent avec des foulards, elles ne pourraient pas, y compris le ministre de l'Éducation qui dit ça. Alors que c'est l'espace public. Hein, c'est l'espace public. Elles viennent avec le voile, le foulard, elles ne pourraient pas. Pourquoi je parle de ça? C'est que quand j'ai sorti le livre que je vous ai cité tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de réunions publiques. Et j'ai été invité dans la banlieue parisienne par un collectif de mamans tout égales. Des mamans qui ont le foulard et qui se battent sur le fait de pouvoir aller aux sorties scolaires. Des choses douloureuses. Hein. Il y a une maman, elle a dit, parce que selon les écoles, c'est différent. Il y a des écoles ouvertes et puis il y a des écoles où il y a des laïcs sectaires, des choses terribles, hein, qui disent « Ah, mais si vous voulez continuer à porter le foulard, mettez vos enfants dans une école aussi coranique. »
Et la maman, elle dit, mais attendez, moi je veux que mes enfants, ils grandissent avec d'autres enfants. Ils se mélangent avec d'autres enfants. La maman était drôle, elle avait le foulard et elle disait, elle était déléguée de parents d'élèves, elle dit à l'institutrice, vous savez, il n'y a pas écrit musulmane ici. Elle a le foulard, mais elle voulait vous dire, j'ai ma foi, mais mes enfants, ils vivent avec d'autres enfants, ils se mélangent, et c'est ce que je souhaite. Hein, voilà. Et il y a eu un moment terrible, une des mamans, elle a dit, vous savez, j'ai pas dit à mes enfants pourquoi je ne viens pas aux sorties scolaires. Des petits-enfants de maternelle et primaire. Je ne leur ai pas dit, je prends des prétextes. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'ils deviennent les frères Kouachi, ceux qui ont fait le massacre à Charlie Hebdo. Je ne veux pas leur mettre l'empreinte du ressentiment, hein, de la vengeance. C'était très fort. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que par rapport à notre époque, et à ce que je pense qu'il faut faire dans un pays comme la France, c'est une de ces mamans qui m'a fait connaître une formule que je ne connaissais pas, qui est d'un auteur de théâtre de Suisse alémanique. Ça s'appelle Max Frisch. Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. L'indifférence, tourner la tête, ne pas regarder, ne pas être solidaire, ne pas avoir d'empathie. Et je voulais vous remercier avec un peu d'émotion, parce que une rencontre comme celle-là, pour moi, c'est cette empathie. Merci.